Je m'appelle Thomas Mercier et pendant 3 ans, j'ai travaillé de nuit à la morgue de l'hôpital Saint-Antoine, dans le 11e arrondissement de Paris. Ce que je vais vous raconter va vous sembler impossible, mais chaque mot est vrai. Tout a commencé par nécessité financière. Étudiant en médecine, je cherchais un emploi nocturne qui me permettrait d'étudier le jour. L'offre était parfaite. Gardien de nuit à la morgue, salaire correct et surtout des heures creuses pour réviser mes cours d'anatomie. Le docteur Rousseau, chef du service médico-légal, m'avait accueilli avec un sourire étrange. Un homme âgé d'une 60aine d'années, aux cheveux gris clairsemés et aux yeux d'un bleu délavé, qui semblait toujours observer quelque chose d'invisible. Sa poignée de main était froide, presque glaciale. « Vous verrez, monsieur Mercier, la mort a ses propres règles ici », m'avait-il dit en me tendant les clés. Ces mots m'avaient semblé anodins à l'époque, une simple formule d'accueil, un peu dramatique de la part d'un médecin habitué aux cadavres. La morgue se trouvait au sous-sol de l'hôpital, accessible par un long couloir aux murs carrelés de blanc. L'odeur de formol et de désinfectant imprégnait chaque recoin, mélangée à quelque chose d'autre. Une senteur plus sourde que je n'arrivais pas à identifier. Le système de ventilation émettait un bourdonnement constant qui résonnait dans le silence. Ma première nuit se déroula sans incident particulier. Je m'installai dans le petit bureau vitré qui surplombait la salle principale, ouvris mes livres de médecine et me mis à étudier. De temps en temps, je levais les yeux vers les 6 tables d'autopsie alignées sous les néons blafards, toutes vides cette nuit-là. Les casiers réfrigérés occupaient le mur du fond, 24 compartiments numérotés de 1 à 24. La température était maintenue constamment à 4 degrés Celsius et l'humidité contrôlée pour préserver les corps. Un registre consignait chaque entrée et sortie avec l'heure précise et ma signature. Vers 3 heures du matin, j'entendis un bruit métallique venant de la salle principale. Un claquement sec, comme si l'un des casiers réfrigérés s'était ouvert. Je descendis vérifier, ma lampe de poche à la main, mais tous les compartiments étaient bien fermés et verrouillés. Le silence revint, plus oppressant qu'avant. Je remontai dans mon bureau et tentais de me concentrer sur mes cours de neurologie. Mais j'avais l'étrange impression d'être observé. Mes yeux dérivaient sans cesse vers les casiers réfrigérés, comme si quelque chose derrière ces portes métalliques réclamait mon attention. La deuxième nuit apporta le premier corps, une femme d'une 40aine d'années, décédée d'un arrêt cardiaque selon le rapport médical. Les brancardiers l'installèrent dans le casier numéro 7 vers 22 heures. Et je signai le registre d'une main déjà habituée à cette formalité macabre. Madame Dubois, c'était son nom, inscrit sur l'étiquette attachée à son gros orteil droit. Elle portait encore une alliance en or que personne n'avait pensé à retirer. Ses cheveux châtains encadraient un visage paisible, presque serein, comme si elle dormait simplement. Vers minuit, alors que je révisais mes notes sur le système cardiovasculaire, un nouveau bruit me fit sursauter. Un grattement sourd, régulier, qui semblait provenir du casier numéro 7. Je tendis l'oreille, mais le son cessa immédiatement, remplacé par le bourdonnement habituel de la ventilation.
Je descendis examiner le casier, posai ma main sur la poignée métallique. Le froid remonta le long de mon bras, plus intense que d'habitude. J'ouvris doucement le compartiment et découvris le corps de Madame Dubois, exactement dans la position où les brancardiers l'avaient laissé. Pourtant, quelque chose clochait. Son bras droit, qui pendait le long de son corps quelques heures plus tôt, reposait maintenant sur son ventre. Ses doigts semblaient légèrement contractés, comme s'ils avaient saisi quelque chose. Je me dis que c'était la rigidité cadavérique qui s'installait. Le docteur Rousseau arriva le lendemain matin avec son équipe pour pratiquer l'autopsie. Il m'adressa ce même sourire étrange que lors de notre première rencontre, puis examina le corps avec une attention particulière. Ses gestes étaient précis, presque rituels, comme s'il accomplissait une cérémonie plutôt qu'un acte médical. « Avez-vous remarqué quelque chose d'inhabituel cette nuit, monsieur Mercier ?» me demanda-t-il, sans lever les yeux du cadavre. Sa voix portait une intonation particulière, comme s'il connaissait déjà la réponse. Je lui rapportai les bruits étranges et le changement de position du bras. Il hocha la tête avec un air entendu, puis murmura quelque chose à l'oreille de son assistant, le docteur Lemaire, un jeune homme aux traits tirés qui évitait soigneusement mon regard. Les morts ont leur propre façon de s'exprimer ici, déclara Rousseau en se lavant minutieusement les mains. Vous vous y habituerez, ou alors... Il laissa sa phrase en suspens, mais son sourire s'était durci. Les nuits suivantes apportèrent d'autres corps et d'autres anomalies. Un homme âgé retrouvé avec les yeux ouverts, alors qu'ils étaient fermés la veille. Une jeune femme dont les cheveux semblaient avoir poussé pendant la nuit. Des bruits de pas dans les couloirs déserts, des chuchotements inaudibles qui provenaient des casiers réfrigérés. Je commençais à tenir un carnet personnel, notant chaque incident étrange avec l'heure précise et les détails. Mon écriture devenait de plus en plus nerveuse au fil des pages, trahissant une anxiété croissante que je tentais de rationaliser par mes connaissances médicales. La rigidité cadavérique, me répétais-je, peut provoquer des mouvements post-mortem. Les gaz de décomposition peuvent créer des sons bizarres. L'éclairage artificiel joue des tours à l'œil fatigué. Chaque phénomène avait son explication scientifique. Du moins, c'est ce que je voulais croire. Mais la science ne pouvait expliquer ce qui arriva la nuit du 15 octobre. J'étais seul avec 4 corps. Madame Petit, décédée d'un cancer. Monsieur Garnier, victime d'un accident de voiture. Mademoiselle Moreau, suicide par pendaison. Et un homme non identifié, retrouvé dans la Seine. Vers 2 heures du matin, tous les casiers s'ouvrirent simultanément. Un claquement métallique épouvantable résonna dans la morgue, suivi d'un silence de mort. Mes mains tremblaient si fort que je n'arrivais plus à tenir mon stylo correctement. Je descendis lentement les marches qui menaient à la salle principale, chaque pas résonnant comme un coup de marteau dans le silence. Les 4 tiroirs étaient grands ouverts, révélant leurs occupants dans la lumière blafarde des néons. Mais les corps n'étaient plus dans la même position. Madame Petit s'était redressée sur ses avant-bras, ses yeux morts fixés sur l'entrée. Monsieur Garnier avait tourné la tête vers moi, sa bouche entr'ouverte comme pour parler. Mademoiselle Moreau tendait un bras décharné dans ma direction, ses doigts écartés comme des griffes.
l'homme de la scène était le plus terrifiant. Il s'était complètement redressé et ses pieds pendaient hors du tiroir. De l'eau s'écoulait encore de ses cheveux, formant une mare sur le sol carrelé. Son regard vitreux me suivait, tandis que je reculais vers l'escalier. Je remontais en courant dans mon bureau et verrouillais la porte, le cœur battant si fort que j'entendais le sang pulser dans mes tempes. Mes mains tremblaient violemment, tandis que je composais le numéro du docteur Rousseau. Pas de réponse. J'essayais la sécurité de l'hôpital, occupé. Pendant les heures qui suivirent, j'entendis des bruits en provenance de la morgue. Des pas traînants, des chuchotements, parfois des rires étouffés qui me glaçaient le sang. Je restais prostré dans mon bureau, incapable de redescendre, priant pour que l'aube arrive enfin. Quand l'équipe du matin arriva, je me précipitai vers eux pour raconter ce qui s'était passé. Mais en descendant dans la morgue, nous trouvâmes tous les casiers fermés et les corps dans leur position normale. Aucune trace d'eau sur le sol, aucun signe du cauchemar que j'avais vécu. Le docteur Lemaire me regarda avec un mélange de pitié et d'inquiétude. « Vous devriez peut-être prendre quelques jours de repos », suggéra-t-il. « Le travail de nuit peut provoquer des hallucinations chez certaines personnes. » Mais je savais que ce n'était pas des hallucinations. Ces morts étaient différents, chargés d'une énergie malveillante que je commençais à percevoir dès leur arrivée. Certains corps irradiaient une froideur qui n'avait rien à voir avec la température de conservation. D'autres semblaient vibrer d'une colère contenue. Je me mis à étudier l'historique de la morgue dans les archives de l'hôpital. Saint-Antoine avait été construit sur l'emplacement d'un ancien cimetière du XVIIe siècle, dont les corps n'avaient jamais été déplacés. Les fondations de la morgue reposaient directement sur cette nécropole oubliée. Plus troublant encore, je découvris que plusieurs gardiens de nuit avaient démissionné avant moi au cours des 20 dernières années. Leurs rapports mentionnaient tous des incidents similaires. Bruits inexpliqués, mouvements des corps, portes de casier qui s'ouvraient seules. Certains avaient été internés en psychiatrie. Le docteur Rousseau semblait au courant de ces phénomènes depuis le début. Ses recherches personnelles portaient sur ce qu'il appelait l'activité résiduelle post-mortem, une théorie selon laquelle certains morts conservent une forme d'énergie psychique. Ces articles, publiés dans des revues médicales obscures, étaient considérés comme de la pseudo-science par ses pairs. Je commençais à comprendre pourquoi il m'avait embauché. J'étais un observateur, un témoin de ces expériences occultes déguisées en autopsie. Chaque nuit, je documentais involontairement les manifestations surnaturelles qui se produisaient dans sa morgue maudite. La nuit du 23 octobre marqua un nouveau tournant. On amena le corps d'une petite fille de 8 ans, décédée dans un accident domestique. Lucie Martineau, cheveux blonds bouclés, peau encore rosée malgré la mort. Son innocence contrastait cruellement avec l'atmosphère morbide du lieu. Je l'installai délicatement dans le casier numéro 12, le plus proche de mon bureau. Sa petitesse dans ce tiroir conçu pour des adultes me serra le cœur. Je refermai doucement la porte métallique, espérant que sa présence apporterait un peu de paix dans cet endroit hanté. Vers minuit, j'entendis une voix d'enfant qui appelait sa maman. Un appel plaintif, désespéré,
qui provenait clairement du casier numéro 12. La petite Lucie réclamait sa mère avec l'innocence déchirante de ses 8 ans, inconsciente de son état. Je descendis et ouvris son compartiment. Elle avait bougé, ses petites mains pressées contre ses joues, comme si elle pleurait. Ses lèvres bleuies semblaient encore remuer faiblement. Je refermai précipitamment le tiroir, bouleversé par cette vision. Pendant le reste de la nuit, ces appels résonnèrent dans la morgue. « Maman, j'ai peur. Maman, il fait froid. Maman, viens me chercher. » Sa voix d'outre-tombe me hantait plus que tous les phénomènes précédents. Cette innocence perdue me brisait l'âme. Les autres morts semblaient réagir à sa présence. Des gémissements s'échappaient de plusieurs casiers, comme si les défunts compatissaient à la détresse de l'enfant. L'atmosphère de la morgue se chargeait d'une tristesse palpable qui imprégnait chaque recoin. Quand l'équipe du matin arriva, la petite Lucie était silencieuse. Le docteur Rousseau effectua son autopsie avec une attention particulière, murmurant des mots en latin que je ne comprenais pas. Ses gestes avaient perdu leur froideur habituelle, remplacés par quelque chose qui ressemblait à de la révérence. « Les enfants sont différents », me confia-t-il après l'intervention. « Leur énergie vitale est plus pure, plus tenace. Ils mettent parfois plus de temps à accepter leur nouvel état. » Ces paroles confirmaient mes soupçons. Il savait parfaitement ce qui se passait dans sa morgue. Je décidai de mener ma propre enquête. Pendant mes pauses, j'explorais les sous-sols de l'hôpital, découvrant des couloirs oubliés et des salles abandonnées. L'architecture révélait les strates historiques du bâtiment, superposant les époques sans jamais effacer complètement le passé. Dans une ancienne cave, je trouvais des ossements humains encastrés dans les murs. Les ouvriers qui avaient construit la morgue avaient simplement coulé le béton autour des restes de l'ancien cimetière. Les morts de 3 siècles reposaient littéralement sous mes pieds chaque nuit. Cette découverte expliquait en partie les phénomènes surnaturels. La morgue moderne était construite sur un véritable ossuaire, créant un pont entre le monde des vivants et celui des morts. Les corps récents servaient de catalyseurs, réactivant l'énergie accumulée par des centaines d'âmes en peine. Mais le docteur Rousseau allait plus loin que de simples observations. Je découvris qu'il pratiquait des rituels étranges après les autopsies officielles. Des invocations en latin, des tracés géométriques autour des tables d'examen, l'utilisation d'instruments qui n'avaient rien de médical. Il collectait également des échantillons particuliers, un fragment d'ongle de chaque mort, prélevé toujours sur l'auriculaire gauche. Ces prélèvements rejoignaient une collection personnelle qu'il conservait dans un congélateur spécial, étiqueté avec une précision maniaque. La nuit du 30 octobre, veille de la Toussaint, l'activité paranormale atteignit son paroxysme. 8 corps occupaient la morgue, victimes d'un accident de bus survenu en banlieue. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension presque palpable qui me donnait des migraines. Dès 22 heures, les manifestations commencèrent. Tous les casiers s'ouvraient et se fermaient dans un ballet infernal, créant une cacophonie métallique qui résonnait dans tout le sous-sol. Les néons clignotaient de façon erratique, plongeant alternativement la morgue dans la lumière crue et l'obscurité.
Les corps bougeaient de plus en plus visiblement. Certains se redressaient complètement, d'autres tournaient la tête ou tendaient les bras. Une femme âgée pointait un doigt accusateur vers le plafond, sa bouche ouverte dans un cri muet. Un homme barbu serrait les poings, comme s'il se battait contre un ennemi invisible. Vers minuit, ils commencèrent à parler. Pas des mots cohérents, mais des murmures, des soupirs, parfois des cris étouffés. Leurs voix se mélangeaient en une cacophonie d'outre-tombe qui me glaçait le sang. Je reconnaissais des bribes de français, mais aussi d'autres langues plus anciennes. Le plus terrifiant était leur regard. Tous me fixaient avec une intensité brûlante, comme s'ils attendaient quelque chose de moi. Leurs yeux morts brillaient d'une lueur blanche dans l'obscurité intermittente. Je sentais leur volonté collective peser sur moi comme un fardeau insupportable. Je tentais de fuir, mais la porte de la morgue se verrouilla électroniquement. Le système de sécurité s'était activé sans raison apparente, me piégeant avec les morts agités. L'interphone ne fonctionnait plus, et mon téléphone portable n'avait aucun réseau dans ce sous-sol blindé. Les heures qui suivirent furent les plus longues de ma vie. Les défunts se déplaçaient maintenant librement dans la morgue, leur corps mu par une énergie surnaturelle. Ils formaient un cercle autour de mon bureau vitré, leurs visages collés aux parois transparentes. Certains tapaient contre le verre avec leurs poings décharnés, laissant des traces de condensation qui dessinaient des formes étranges. D'autres se contentaient de rester immobiles, leur présence suffisant à me terrifier. L'odeur de décomposition se mêlait maintenant à quelque chose de plus nauséabond, une puanteur de soufre et de chair brûlée. Vers 4 heures du matin, le docteur Rousseau apparut, non pas par l'entrée principale toujours verrouillée, mais en surgissant littéralement du sol, comme s'il avait traversé le béton. Sa silhouette était translucide, et ses yeux brillaient de la même lueur que ceux des morts. Il ne prononça aucun mot, se contentant de me regarder avec un sourire qui n'avait plus rien d'humain. Sa présence sembla calmer les défunts, qui retournèrent lentement vers leurs casiers respectifs. Le silence revint progressivement dans la morgue, mais l'atmosphère restait lourde de menaces. « Vous comprenez maintenant » murmura-t-il d'une voix qui résonnait directement dans mon crâne. « Cette morgue est un point de passage, un seuil entre les mondes. Chaque corps qui y entre nourrit l'énergie de ceux qui m'ont précédé. » Je réalisais que le docteur Rousseau était mort depuis des années, peut-être des décennies. Son apparence humaine n'était qu'une illusion maintenue par sa volonté de continuer ses expériences post-mortem. Il dirigeait cette morgue maudite depuis l'au-delà, utilisant les gardiens de nuit comme témoins de ses recherches occultes. « Vous avez été un excellent observateur », continua-t-il. « Vos rapports documenteront parfaitement les étapes de ma grande œuvre. Bientôt, la frontière entre la vie et la mort s'estompera définitivement. Les morts reprendront leur place parmi les vivants. » Sa vision me glaça d'horreur. Il préparait une résurrection massive, utilisant l'énergie accumulée dans les sous-sols de l'hôpital pour ramener à la vie tous les défunts qui avaient transité par sa morgue. Des centaines, peut-être des milliers de morts allaient bientôt se lever pour envahir le monde des vivants. L'aube commençait à pointer quand le système de sécurité se désactiva enfin.
je me ruais vers la sortie, abandonnant mes affaires dans ma fuite, éperdu. Derrière moi, j'entendais le rire spectral du docteur Rousseau qui résonnait dans les couloirs déserts. Je remontais à la surface comme un noyé qui cherche l'air, mes poumons brûlants d'avoir trop longtemps respiré l'atmosphère viciée de la morgue. La lumière du jour me sembla aveuglante après toutes ces heures passées dans les ténèbres surnaturelles. Le lendemain, je remis ma démission au service des ressources humaines. L'employé me regarda avec étonnement quand je mentionnais le docteur Rousseau comme motif de ma décision. Mais monsieur, le docteur Rousseau est décédé il y a 15 ans, dans un accident de voiture. Son remplaçant est le docteur Lemaire. Cette révélation confirma mes pires craintes. J'avais travaillé pendant 3 mois sous les ordres d'un mort, documentant ses expériences surnaturelles sans même m'en rendre compte. Le docteur Lemaire, que j'avais pris pour son assistant, dirigeait en réalité le service depuis des années. Je quittais définitivement l'hôpital Saint-Antoine ce jour-là, mais les événements vécus dans cette morgue maudite continuent de me hanter. Mes nuits sont peuplées de cauchemars, où des morts se lèvent et marchent parmi nous. Je sursaute au moindre bruit, craignant d'entendre à nouveau ces voix d'outre-tombe. Parfois, en me promenant dans Paris, j'aperçois des visages familiers dans la foule. Des gens qui ressemblent étrangement aux défunts que j'ai côtoyés dans la morgue. Ils me regardent avec ce même éclat inquiétant dans les yeux, comme s'ils me reconnaissaient. J'ai abandonné mes études de médecine et changé complètement de voie. Impossible pour moi de continuer dans un domaine qui me rappelle constamment ces 3 mois d'horreur. Je travaille maintenant comme libraire dans une petite librairie du 5e arrondissement, loin des hôpitaux et des morgues. Mais parfois, tard le soir, quand je ferme la boutique, j'entends des pas traînants dans la rue derrière moi, des chuchotements qui portent des bribes de phrases en latin, l'odeur de formol qui flotte dans l'air sans raison apparente. Le docteur Rousseau n'a pas renoncé à son grand projet. Les journaux rapportent de plus en plus d'incidents étranges autour des hôpitaux parisiens, des pannes électriques inexpliquées, des témoignages de patients qui affirment avoir vu des morts déambuler dans les couloirs, des disparitions mystérieuses de corps dans les morgues. La frontière s'amenuise. Je sais que c'est seulement le début. Le docteur Rousseau continue ses expériences, aidé par d'autres morts vivants qui ont rejoint sa cause. Il prépare méthodiquement le jour où tous les défunts de Paris se lèveront simultanément de leur tombe et morgue. Cette nuit-là viendra bientôt, et je serai peut-être le seul à savoir ce qui se passe vraiment, le seul témoin vivant de ce qui se trame dans les profondeurs de nos hôpitaux. Mais qui me croirait si je racontais cette histoire? Qui accepterait de croire que les morts préparent leur retour? C'est pourquoi j'ai démissionné de la morgue de l'hôpital Saint-Antoine. Non pas par peur de la mort, mais par terreur absolue devant ce qui l'attend